Nouvelle Acropole est une organisation internationale qui propose un idéal de valeurs atemporelles pour contribuer à l'évolution individuelle et collective à travers ces 3 domaines d'action: philosophie, culture et volontariat. Nouvelle Acropole est présente dans 60 pays sur les 5 continents et compte presque 500 centres. Son action dans le monde repose sur 3 idéaux fondateurs. L'idéal de fraternité universelle, qui promeut le respect de la dignité humaine au-delà des différences de genre, culturelles, religieuses ou sociales. L'idéal de la connaissance, qui encourage l'amour de la sagesse à travers l'étude comparée des philosophies, des religions, des sciences et des arts. L'idéal du développement humain, en commençant par la réalisation des meilleures qualités et valeurs de chaque être humain, comme base solide pour un monde meilleur. Le président de Nouvelle Acropole, Carlos Adelantado, nous explique les chemins qui mènent à ces 3 idéaux. Quels sont les principaux défis auxquels Nouvelle Acropole est confrontée actuellement? Quel but souhaiteriez-vous atteindre? Sur le plan philosophique, l'objectif principal est de réaffirmer la dimension intemporelle du concept de philosophie. Aujourd'hui, c'est un mot sous-évalué et oublié dans le tiroir des choses gênantes. Cependant, il est naturel de s'interroger sur le pourquoi des choses qui nous sont arrivées ou dont nous savons pertinemment qu'elles vont nous arriver. De ce point de vue, la philosophie est un outil nécessaire pour donner un sens cohérent à l'existence et pour prendre conscience du véritable rôle que chaque être humain peut assumer dans sa propre vie. J'espère aussi que la fraternité fera son chemin dans la vie quotidienne, en devenant une réalité tangible. Que nous sachions valoriser de plus en plus ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare en apparence, et que nous puissions dépasser les reflets superficiels et toujours changeants des personnes et des événements. La philosophie nous enseigne que plus la perception intérieure de l'essentiel est grande, plus l'évidence extérieure de la fraternité est grande. Nous nous efforçons de rendre la culture plus présente dans la société. Je ne parle pas seulement de multiplier les activités culturelles, mais du fait que la culture serve vraiment à unir les peuples et à comprendre les différentes mentalités, pour qu'elles permettent l'élévation de la conscience et l'ouverture du cœur. Malheureusement, je suis convaincu que certaines attitudes d'intolérance et d'agressivité envers certaines personnes ou certaines parties de la population sont dues à un manque de culture, causé par l'ignorance des différentes formes d'expression de l'activité humaine. Avec le volontariat, notre travail vise à ce que le développement intérieur de chaque volontaire aille de pair avec son dévouement altruiste au bien-être commun. Chaque effort, chaque action pour le bien des autres peut être mise à profit pour comprendre plus consciemment le sens de la vie. Et en même temps, une série de forces intérieures grandissent, comme la valeur de la solidarité, l'estime de soi, l'espoir d'un avenir meilleur, l'empathie et bien d'autres. Mais par-dessus tout, le sentiment de liberté et la force de volonté se développent. Mon grand souhait est donc que les actions de volontariat ne soient pas seulement de bonnes actions, plus ou moins utiles, mais que les personnes qui agissent en tant que volontaires puissent renforcer leur lien avec la vie. Dans ces temps difficiles, quelles sont les expériences des presque 500 centres de Nouvelle Acropole à travers le monde entier? Sur le plan personnel, je suis très satisfait, car il a été démontré que l'application de la philosophie aide à faire face aux peurs et à l'incertitude. Maintenant, nous constatons que les personnes qui viennent dans nos centres montrent un plus grand intérêt et une réelle aspiration pour comprendre la vie et l'être humain. C'est comme si les miroirs qui reflétaient la réalité avaient été brisés en 1000 morceaux et que, soudain, soit on ne voit plus rien, soit on perçoit une réalité différente. En tout cas, c'est un moteur qui nous pousse à cheminer vers la connaissance de soi.
Nous avons vérifié l'utilité des nouvelles technologies qui nous ont permis de poursuivre notre travail malgré les difficultés. Cependant, il est également devenu clair que rien ne peut remplacer la qualité du contact personnel. Ce n'est pas en vain que dans l'Antiquité, la pratique de la philosophie s'est toujours faite dans les écoles, dans des groupes. L'usage du dialogue comme outil pédagogique était essentiel, et où le défi de parvenir à une coexistence harmonieuse était accepté par tous. Il y a des gens qui se méfient des organisations. C'est vrai, et ce n'est pas sans raison dans de nombreux cas. Cependant, je pense qu'une organisation peut être très utile, car elle rassemble et coordonne des efforts et des volontés diverses. Bien sûr, il ne faut jamais oublier les dangers qui peuvent surgir de certaines dérives dans les organisations. Je considère comme une dérive d'imposer une opinion particulière et personnelle sans aucun dialogue ou comparaison possible, de s'écarter des buts et principes pour lesquels elle a été créée, et de profiter de son fonctionnement pour obtenir renommée et prestige social. Quelque chose que je considère comme très positif est le grand nombre de personnes qui ont fait partie de Nouvelle Acropole au fil du temps. Chaque année, des milliers de personnes bénéficient de nos cours de philosophie, de nos activités culturelles ou de nos actions de volontariat. Certaines rejoignent notre organisation, d'autres préfèrent collaborer sporadiquement et d'autres, enfin, ne souhaitent pas adhérer. Mais toutes ces personnes ont constaté nos efforts pour une société meilleure. Il y a aussi des mécontents. Que répondriez-vous à ceux qui critiquent Nouvelle Acropole? Ils ont tout à fait le droit de le faire, que c'est leur droit. Étant donné la merveilleuse diversité et complexité de la nature humaine, on ne peut pas prétendre être aimé et accepté par tout le monde. Ce ne serait pas logique. Je crois également que la critique peut être très constructive si elle peut être dissociée de la malveillance et de la charge négative qui l'accompagne souvent. Inutile de dramatiser cela, car c'est le propre des êtres rationnels d'analyser, de discuter, de comparer les raisonnements, de les soumettre à l'examen et, finalement, de choisir. Si on supprimait ce droit à la critique, on limiterait la liberté humaine et on éliminerait une partie importante de la philosophie. Car l'esprit critique, qui consiste à soumettre à l'analyse et à la réflexion la vie elle-même, avec tous ses conditionnements, est caractéristique des philosophes. Et comment expliquez-vous qu'il y ait eu des détracteurs, surtout dans le passé? Il faut certainement remonter dans le passé pour trouver ce genre de malentendus. En fait, étant donné mon âge actuel, ce sont des situations que je n'ai pas connues de manière directe. Mais, à mon avis, cela a été un problème d'incompréhension, peut-être causé par la complexité de cette école de philosophie à la manière classique, qui essaie de relier théorie et pratique dans sa réalisation en tant qu'idéal philosophique, qui aspire à améliorer le monde et les êtres humains et qui, dès le début, a été conçu comme un mouvement capable de s'étendre au niveau international. Même de nombreux membres de la Nouvelle Acropole de l'époque, il faut remercier de leurs efforts et de leur dévouement, n'ont pas très bien compris les caractéristiques profondes de Nouvelle Acropole. Ils n'ont pas compris que c'était quelque chose qui venait du passé le plus ancien et que, par conséquent, c'était quelque chose de totalement nouveau et sans comparaison avec tout ce qu'on connaissait jusqu'alors au XXe siècle. Des erreurs ont été commises qui ont été corrigées progressivement. Et cette attitude d'autocorrection est valable aujourd'hui et pour l'avenir. Parce que l'esprit d'autocritique ne peut pas disparaître de la vie philosophique. Il faut ajouter à cela que toute nouveauté, lorsqu'elle apparaît, a besoin d'un temps d'adaptation à l'environnement et aussi de temps pour montrer, à travers son développement, le véritable potentiel et les bénéfices pour la société qu'elle contient. Malheureusement,
Il est inévitable qu'il y ait toujours dans la société des personnes qui vivent des critiques, du dénigrement et du sensationnalisme. Mais, dans tous les cas, les réactions face à notre proposition philosophique ne sont pas nouvelles pour une école de philosophie aux racines profondes, que l'on pourrait qualifier d'ésotérique. C'est une constante qui s'est répétée au fil des siècles. Quelle importance Nouvelle Acropole accorde-t-elle à l'ésotérisme? Le terme ésotérique signifie plus profond. On le comprend donc comme ce qui est caché, ce qui est intérieur, l'exotérique étant l'extérieur. À Nouvelle Acropole, nous entendons par ésotérique ce qui est intérieur, l'être des choses, ce qui est caché à notre regard, qui est essentiel. Toutes les choses et tous les êtres vivants ont une partie extérieure, visible, et une partie intérieure qui est leur fondement. Par exemple, un bâtiment a des murs, des portes, des fenêtres qui sont visibles. Ce serait l'exotérique. Mais il y a aussi une armature composée de piliers, de poutres et de dalles qui est son squelette, ce qui le soutient. C'est l'ésotérique. Et par principe, ce n'est pas visible. Dans l'univers, nous voyons des planètes, des étoiles, des galaxies. Ce sont des corps faits de matière plus ou moins subtile qui sont l'exotérique. La raison de leur existence, la vie qui anime ces corps, leur finalité, serait l'ésotérisme. Chaque jour, nous réalisons des actions qui ont une raison pratique, apparente. Mais derrière nos attitudes extérieures se trouvent les véritables moteurs de nos actions. Ces moteurs, qui sont d'ordre métaphysique, dans le sens où ils vont au-delà du physique, constituent la partie ésotérique des êtres humains. C'est pourquoi nous parlons à Nouvelle Acropole de la philosophie des causes, aussi appelée philosophie naturelle ou philosophie ésotérique, parce que nous sommes intéressés à comprendre le pourquoi des choses, leurs causes cachées, que nous pouvons percevoir par la raison ou l'intuition, si nous parvenons à développer une plus grande sensibilité et une plus grande capacité à mettre en relation et à intégrer les éléments qui nous entourent. Pourquoi la philosophie d'Orient et la philosophie d'Occident ont-elles la même valeur pour Nouvelle Acropole? Et pourquoi pas? On ne peut pas s'obstiner à nier l'héritage philosophique de ce que nous appelons l'Orient, de peuples comme les Indiens, les Japonais, les Tibétains, les Chinois et autres, sans oublier l'apport de la philosophie d'Occident. Le problème est qu'il y a encore beaucoup de racisme latent, et pas seulement dans le contexte physique. La vanité et le racisme intellectuel sont bien pires que le racisme physique. Et pires encore, l'arrogance et le racisme spirituel de se croire les seuls en possession de la vérité. Quel rôle jouent ce que vous appelez les forces vives à Nouvelle Acropole? Ce sont des groupes composés de membres qui choisissent librement de consacrer du temps et des efforts pour appuyer directement le fonctionnement vital des centres. Ce sont aussi des niveaux de vécu, c'est-à-dire d'expérimentation intérieure et extérieure avec la mise en pratique de connaissances et d'exercices qui peuvent aider à avancer sur le chemin de la philosophie comme mode de vie, comme nous le recommandent les classiques d'Orient et d'Occident. En définitive, il s'agit de donner vie aux forces qui sont en nous et aussi de connaître et de bien utiliser les forces de la vie. Nous parlons de quelque chose d'important, et cela suppose l'existence de certaines exigences chez les composants de ces groupes, comme l'honnêteté et le bon sens, pour ne citer que quelques-unes. Tous ne sont pas admis, ce qui peut provoquer un sentiment de frustration chez ceux qui ne sont pas acceptés, et certaines attitudes hostiles. Mais c'est un risque qu'il faut prendre. En revenant à notre monde, pouvez-vous signaler quelques erreurs que vous considérez comme fondamentales aujourd'hui? De mon point de vue, la plus grande erreur est encore de confondre les fins avec les moyens. Un exemple clair est l'économie. L'économie doit être considérée comme un moyen utile et nécessaire pour la création et la conservation des structures, mais jamais comme une fin en soi. Elle devrait servir à améliorer les possibilités d'éducation et à faire en sorte que l'éducation atteigne plus de population dans le monde. Elle devrait servir à alléger la charge des travaux lourds, mécaniques et répétitifs.
devrait servir à doter les êtres humains de possibilités de développement, mais dans tous les domaines. La soif de posséder, d'accumuler des biens, a pour conséquence de nuire à autrui, de favoriser à outrance la concurrence et l'exploitation d'autrui pour faire plus de profit. C'est néfaste du point de vue humain et pour la projection vers un avenir meilleur. La nouvelle Acropole, par exemple, nous nous finançons surtout avec les cotisations mensuelles de tous les membres, et avec la vente de nos livres, et avec de petits ateliers internes qui servent à l'autoportance. Ce sont des petites sommes qui nous permettent de garder nos locaux ouverts et d'entreprendre une série de projets culturels et de volontariat. Bien que l'économie dirige et régisse actuellement le cours de l'humanité, nous ne pensons pas qu'elle soit la seule force de progrès pour les peuples et les individus. Quelle est votre opinion sur le matérialisme ? Depuis longtemps, c'est l'idée dominante qui conduit le monde. Et c'est l'idée qui a fini par s'imposer dans le domaine de la politique, de la science, de l'économie, de l'éducation et aussi, malheureusement, de la morale. Il a pénétré au cœur de nos foyers et dans le cerveau des gens. La mentalité matérialiste régit la vie de l'immense majorité des habitants de la planète. Est-ce bien ou mal ? C'est sûrement une expérience que l'humanité dans son ensemble a besoin de vivre. Peut-être faut-il épuiser la voie du matérialisme pour que d'autres aspects de l'existence humaine prennent de la valeur. À l'heure actuelle, il n'est pas exagéré de dire que les scientifiques matérialistes se sont heurtés à leur grande pierre d'achoppement, clarifier comment la conscience a pu émerger de l'évolution aléatoire de la matière. Nous savons beaucoup de choses sur le comportement de la matière, mais nous ne savons pas le pourquoi. L'éducation, la politique et l'économie basées sur le matérialisme ont également échoué. Les peuples, en général, ne sont pas plus heureux bien qu'ils aient plus de biens matériels et plus de confort. Dans certaines régions de la planète, beaucoup plus que dans d'autres. Il faut admettre qu'il n'a pas été possible d'éradiquer la faim, la pauvreté et les terribles inégalités qui règnent sur la planète. La politique et la philosophie peuvent-elles aller ensemble ? La philosophie peut se conjuguer avec toutes les facettes de l'être humain. Avec l'art dans la captation du beau, avec la science dans son désir de se rapprocher du vrai, avec la religion dans son expression du bien, et avec la politique dans le besoin de justice. Justement, pour réguler la coexistence dans la société, il faut établir clairement les droits et les devoirs des citoyens. Et c'est là qu'intervient le concept de justice. Depuis l'Antiquité, Confucius, comme Platon, entre autres, se sont fait l'écho de cette recherche du juste. Et le dialogue de Platon, La République, est peut-être l'écrit le plus significatif. En témoignent les fréquentes critiques qu'il reçoit, les grands éloges et innombrables références que l'on retrouve dans les œuvres d'auteurs ultérieurs, des contemporains de Platon à nos jours. Personnellement, je ne crois pas que l'intention du philosophe athénien était de parvenir à construire une société idéale composée d'êtres humains parfaits, mais plutôt d'apporter des réflexions et des solutions possibles aux nombreux maux des différents régimes des cités grecques de son époque. De fait, dans Les Lois, un dialogue ultérieur, il modifie certains arguments de La République. Platon est considéré comme totalitaire dans certains milieux intellectuels. Je pense qu'il est juste aussi de dire que la grande majorité des chercheurs et des intellectuels sans préjugés octroient à Platon le statut de sage. Dans la Grèce antique, le concept de sage était très large. Il impliquait d'être philosophe, mathématicien, scientifique, médecin de l'âme, poète, conseiller politique. Un concept de totalitas, de totalité. C'est ce qu'envisage Platon lorsqu'il propose une éducation citoyenne, fondée sur une éducation intégrale, qui englobe les divers aspects de la nature humaine.
Ceux qui critiquent Platon oublient de mentionner les obligations que le grand philosophe stipule pour la classe dirigeante. À l'heure actuelle, les conseils de Platon sont toujours valables à l'attention des gouvernants. Ils doivent avoir démontré leur amour du bien commun par des services bénévoles et désintéressés et leur amour de la vertu, par une vie privée exemplaire. Ils ne disposeront pas de biens propres, mais d'usage. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'enrichir dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent pas utiliser la démagogie pour manipuler le peuple. Avant d'être nommés, ils seront mis à l'épreuve pour vérifier si leur capacité morale et intellectuelle est suffisante. L'exercice du pouvoir doit être compris comme un sacrifice. Et il y a encore d'autres exigences. Qu'exigeons-nous des politiques qui nous gouvernent? Quels critères les partis utilisent-ils pour sélectionner leurs candidats? C'est une bonne question. La démocratie peut-elle être améliorée? Sans aucun doute. Comme on peut améliorer tout ce qui existe sur la surface de la Terre. À mon avis, un réel effort doit être fait pour avancer vers l'obtention du bien commun, au-delà des intérêts partisans de tel ou tel secteur. Les affrontements, parfois presque irrationnels, entre les différentes factions, provoquent une série de va-et-vient qui retardent l'avancée générale. L'empressement à disqualifier l'adversaire, le manque d'éthique dans l'accomplissement des promesses électorales, malversation et financement douteux de nombreux partis, et la mauvaise préparation de certains candidats sont des choses qui peuvent certainement être améliorées. Une grande attention doit être également accordée à l'amélioration de l'éducation, car c'est le système qui en a le plus besoin, étant donné que le citoyen peut périodiquement choisir dans les urnes. Pour réfléchir et décider, nous avons tous besoin d'une éducation continue. Et surtout, elle est nécessaire pour diriger les autres. Le professeur Georges Angel Livraga, fondateur de Nouvelle Acropole, enseignait que les systèmes sont bons si les êtres humains qui les composent sont bons. Et ils cessent de l'être lorsque les êtres humains qui les composent deviennent corrompus et inefficaces. Quelle est la position de Nouvelle Acropole sur la religion? C'est la même que celle des écoles de philosophie à travers le temps, c'est-à-dire le respect absolu des différentes formes religieuses. Mais ces formes ne peuvent pas être imposées ni dogmatiques. Pour la plupart des gens, l'appartenance à une religion est déterminée par le lieu géographique où ils sont nés et par le milieu familial. Mais il est indéniable qu'au fur et à mesure que la capacité d'introspection et de réflexion se développe, tôt ou tard, chaque individu vient à considérer sa position sur ce que l'on peut appeler le sacré. Je considère cette position comme très intime et très libre, car elle engage le mental, le cœur et la conscience. Et je pense que même ceux qui déclarent être athées entretiennent cette relation à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour certains, les formes religieuses établies seront utiles, d'autres adopteront leur propre forme. Pour certains, ce sera une connexion basée sur des éléments objectifs, et pour d'autres, ce sera une rencontre hautement subjective. C'est un bon exercice de tolérance pour tous. Le fait est que personne ne peut être propriétaire de la spiritualité des autres. Pourquoi le symbolique est-il si important? Il est possible que cela fasse partie de la connexion avec ce monde intelligible et supérieur dont parlait Platon. Nous devons garder présent à l'esprit que la logique et ses mécanismes ont leurs limites, propres à un monde linéaire. Mais dans une réalité non linéaire, les caractéristiques du temps et de l'espace sont modifiées et, par conséquent, la conscience est affectée différemment. Il y a une augmentation et une expansion de la conscience qui se traduit par une captation plus profonde et plus subtile de la réalité. Je ne me réfère pas au subconscient ni à l'inconscient, mais, si je puis utiliser cette expression, au supraconscient, une dimension supérieure de la conscience
où la connaissance prend vie sans l'intervention des sens, où les nouvelles expériences sont complètement maîtrisées par l'individu. Les symboles nous aident à faire les analogies qui les relient aux idées supérieures. Pourquoi pensez-vous que les gens utilisent des symboles? Ils sont présents dans le monde commercial, dans le social, dans le transcendant et même dans le quotidien. D'abord, je peux dire qu'il semble y avoir un besoin d'appartenir à quelque chose, et cela conduit à l'utilisation d'anagrammes, de symboles et d'emblèmes comme moyen de reconnaissance. Ils sont utilisés par les employés des grands et des petits commerces, des marques de vêtements et de chaussures, des associations sportives et culturelles, des corporations financières, etc. L'utilisation de symboles est présente tout le temps et partout. Mais il est aussi possible que nous sachions, tous, de manière naturelle et innée, que nous devons atteindre des états de conscience de plus en plus élevés, intuitifs, qui nous permettent de dépasser les limites du plan conceptuel. Peut-être parce que le monde symbolique constitue la grande différence évolutive qui distingue les êtres humains des autres règnes. L'imaginaire symbolique est présent lorsque nous nous marions, lorsque nous terminons nos études, lorsque quelqu'un naît et vient au monde. On lui donne un nom et on lui dit au revoir à la fin de sa vie. Tout cela de manière symbolique. Les gens portent des bagues, des colliers, des vêtements et des couleurs. Même les tatouages, tellement à la mode aujourd'hui, sont une approche du monde des symboles. Comme nous pouvons le voir, on ne peut pas comprendre quelque chose d'aussi humain que les rires et les pleurs si nous éliminons leur arrière-plan symbolique. Il faut tenir compte du fait qu'il y a des symboles qui ont la même signification dans toutes les civilisations à travers l'histoire. La main ouverte ou fermée, la roue comme construction et comme cyclicité, le feu en rapport avec la sagesse, l'aigle comme messager, le soleil comme seigneur du ciel. Curieusement, je suis frappé par le bon accueil que réserve le public aux séries et aux films dans lesquels les scénaristes utilisent ce langage symbolique. À Nouvelle Acropole également, nous utilisons des symboles selon l'activité que nous réalisons. Sport, volontariat, ateliers artistiques, arts martiaux et la philosophie elle-même. Dans notre école de philosophie, nous consacrons beaucoup de temps à analyser les symboles en relation avec le sacré dans différentes civilisations. Et dans nos célébrations philosophiques des saisons de l'année, les symboles liés au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver sont également présents. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui pense que la vie n'a pas de sens? Le premier conseil est d'apprendre à se poser des questions. Si cette personne est capable de se poser des questions et ne trouve pas la réponse, c'est peut-être qu'elle ne cherche pas de façon efficace, ni au bon endroit. Je lui dirais de regarder à l'intérieur d'elle-même et non à l'extérieur. Car il y a des réponses qui ne peuvent pas venir du monde extérieur. Elle essaie de percevoir les valeurs qui comptent pour elle, et au fur et à mesure qu'elle les développera, elle trouvera naturellement les points de connexion avec la vie. Car il y a ici une autre question, non moins importante. Si la vie a un sens, supposons qu'elle en ait un, comment percevoir ce sens de la vie? Avec quel type de sens? Il est évident que nous devons développer certaines forces latentes, par exemple, le pouvoir de percevoir le sens de la vie. Et où se trouve la véritable force? Sans aucun doute, dans le développement de la conscience comme finalité, et dans l'éducation comme moyen pour l'atteindre. Le professeur Jorge Ángel Livraga a enseigné dès le début que l'éducation est l'utilisation de la culture pour accélérer l'évolution humaine, pour effectuer sa transmutation. Il a tenu à souligner qu'éduquer, ce n'est pas déformer ou forcer les natures, mais les libérer du joug instinctif et des carcans psychiques et spirituels qui les emprisonnent et les font souffrir. Et cela est possible parce que chaque être humain naît avec certaines potentialités et qualités latentes qu'il peut développer si on l'éduque de manière adéquate.
Le professeur Livraga disait que la véritable pédagogie consiste à informer sans tromper, à instruire sans politiser et à éduquer sans déformer, avec pour objectif de devenir un citoyen conscient, heureux et utile, qui sache contrôler ses mains, son cœur et son mental. Et peut-être pouvons-nous actualiser un élément au-delà du simple mental, comme l'imagination et l'intuition, connaître le monde où vivent les grands idéaux, les idées archétypales, les rêves les plus purs. Ce doit être difficile de devenir enseignant à Nouvelle Acropole. C'est une question de capacité démontrée, d'études réalisées et de mérites acquis. Ici, je dois expliquer brièvement que Nouvelle Acropole est une institution à caractère éducatif reconnue officiellement comme une organisation internationale sans but lucratif. Comme il s'agit d'une institution privée, elle peut, étant légalement reconnue, créer ses propres modèles de formations académiques, tout en suivant une logique qui n'est pas différente de celle des institutions officielles. Ainsi, nos diplômes académiques s'inspirent des modèles utilisés dans les universités européennes. C'est ce qu'on appelle le système de Bologne, qui est appliqué à un niveau général. Dans ce sens, les universités utilisent deux types de diplômes. Les diplômes dits officiels et les diplômes dits d'enseignement particulier. Suivant le modèle des enseignements particuliers, et étant donné que notre programme d'études est très vaste, nous avons configuré nos diplômes académiques en diplômes d'expert, de spécialiste et 2 niveaux de maîtrise. Nos professeurs ont obtenu certains de ces diplômes. Et de plus, et non moins important, ils doivent être un clair exemple du respect du code déontologique auquel nous sommes tous engagés. En cas de manquement avéré au code d'éthique, ils ne peuvent faire partie du conseil des professeurs et en sont démis. Que pensez-vous que Nouvelle Acropole a accompli jusqu'à présent et que reste-t-il à accomplir ? De tous les succès et réalisations qui se sont cumulés au cours des 65 années de vie de cet idéal philosophique, je soulignerai le fait d'avoir réussi à faire de la coexistence et de la fraternité une réalité pour des milliers de jeunes des 5 continents, car Nouvelle Acropole est constituée de femmes et d'hommes de toutes races, de différentes cultures et croyances religieuses, ou d'aucune, et de toutes conditions sociales. Pour nous, la catégorie d'être humain l'emporte sur toute considération sectaire. Notre travail apporte une connaissance, avec une approche éclectique et non dogmatique, qui a été reconnue dans plusieurs pays comme d'intérêt public. Que devons-nous réaliser ? Nous devons trouver la manière adéquate d'être correctement compris. Nous devons parvenir à faire vibrer notre voix dans beaucoup plus de cœurs afin que tous ceux qui nous cherchent puissent nous trouver. Choisissez vous-même les derniers mots de cet entretien. Je vais donc terminer en parlant de philosophie, parce que nous savons déjà que dans un univers courbe, les débuts et les fins se rejoignent. Et je réaffirme sa nécessité et son utilité. La philosophie consiste à établir une véritable relation entre les connaissances objectives que nous avons du monde et la subjectivité de notre partie intérieure, qui n'en est pas moins réelle, c'est plutôt une autre réalité. Une véritable relation signifie que les actions répondent à une façon de sentir et de penser. Ce sentiment et cette pensée doivent être en accord avec la synthèse et l'union de nos expériences objectives et subjectives, c'est-à-dire avec notre expérience de la vie. Ceci implique qu'avec la juste attitude, la philosophie particulière à chaque être humain s'améliorera avec le temps, car nos expériences de vie pourront devenir plus profondes et plus subtiles.
Nouvelle Acropole est un champ d'expérimentation extérieur et intérieur qui offre la possibilité d'une amélioration individuelle et d'une amélioration collective. Nouvelle Acropole est un monde plein de possibilités, tout comme la vie elle-même. C'est la philosophie en action.